pas possible qu'on puisse donner la parole à tout un chacun. Donc, d'emblée, on fixe les questions à un nombre de 5. Peut-être après, on tiendra compte peut-être du type de médias et autres. Mais ces 5 questions, le ministre va en répondre 2. Les 3 autres questions, naturellement, les experts qui ont conduit l'enquête se chargeront de donner les éléments de réponse. Donc, monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs les journalistes, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, mais de vous souhaiter aussi un bon mois de Ramadan et un bon mois de carême. Je m'adresse à vous aujourd'hui en ma qualité de ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, garant au nom de l'État de la protection de la santé des populations et de l'intégrité de notre système de régulation. L'objet de cette déclaration porte sur l'affaire dite Softcare, qui a défrayé la chronique et suscité une vive émotion auprès des populations. Les questions qui étaient agitées portaient sur la sécurité sanitaire, la rigueur des contrôles et la fiabilité de nos institutions. Toutes les interpellations et demandes de clarification ont été entendues. Les populations demandaient des réponses claires face à la polémique qui enflait. Il fallait dès lors établir les faits, les analyser pour dire la vérité aux Sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais, en toute responsabilité. C'est le sens de cette déclaration de presse. Maintenant, je m'en vais vous parler de la démarche qui a été engagée par le ministère de la Santé. Dès que la controverse est apparue à la suite de la publication des conclusions de l'inspection du 29 octobre 2025, j'ai immédiatement ordonné une enquête approfondie conduite par l'inspection interne de mon département. Et j'ai tenu également à mettre en place un comité ad hoc interinstitutionnel associant expertise scientifique, compétences administratives et représentation nationale. Maintenant, relativement à la composition du comité ad hoc et de la démarche méthodologique qui a été adoptée. Ce comité était composé de représentants de l'Assemblée nationale, de mon département ministériel et de celui en charge de l'industrie et du commerce. Il s'agit, pour le représentant de l'Assemblée nationale, de l'honorable député Insa Danfa, qui est là à ma gauche. Pour les représentants du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, nous avons le professeur Yerim Banik Diop, qui est pharmacien spécialisé en chimie analytique, coordinateur de l'unité de gestion du projet de relance de l'industrie pharmaceutique locale, ancien directeur de la pharmacie et du médicament, qui est le coordinateur du dit comité, qui est ici à ma droite. Nous avons le professeur Mamadou Fall, pharmacien, professeur en toxicologie, qui est le chef du centre antipoison, qui est ici présent. Docteur Mor Diagne, pharmacien,
conseil technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique chargé des affaires pharmaceutiques. Pour les représentants du ministère de l'Industrie et du Commerce, nous avons M. Seydou Nourou Baro, commissaire aux enquêtes économiques principales, chef de la division des produits non alimentaires et des services à la division du commerce intérieur. Nous avons également, qui est là à ma gauche, nous avons également M. Hadim Ndiaye, commissaire aux enquêtes économiques principales, chef du service régional du commerce de Thiès, qui est là aussi à ma gauche. Le comité avait pour mandat d'écouter tous les protagonistes, de procéder à des visites de sites, d'exploiter tout document jugé pertinent. Ainsi, outre l'analyse documentaire, rapport d'inspection, notes administratives, textes juridiques, documentation de qualité et l'audition des différents protagonistes, ARP et Softcare, les membres du comité se sont rendus sur le site de production dès le 7 janvier 2026. Cette visite devait leur permettre de vérifier toute la chaîne de production, les installations de production, les processus de fabrication, le laboratoire de contrôle qualité, les entrepôts de matières premières, ainsi que le local de mise en quarantaine des produits périmés. L'approche méthodologique du comité a permis d'apporter des éclairages sur ce dossier technico-réglementaire et sanitaire à fort impact socio-économique et émotionnel. Maintenant, je m'en vais vous parler des résultats issus de l'enquête réalisée par le comité ad hoc. Premier point extrêmement important, c'est de revenir sur les matières qui sont utilisées et leur composition. Donc, les serviettes hygiéniques et couches pour bébés présentent une structure multicouche élaborée à partir de matériaux synthétiques et naturels, sélectionnés pour leurs propriétés d'absorption, de protection et de confort. Parce qu'avant toute chose, il faut savoir d'abord qu'il s'agit de couches et de serviettes hygiéniques et de savoir quelles sont leurs compositions en termes de matière utilisée. Si je prends les serviettes hygiéniques, la composition standard inclut une surface en polypropylène ou polyéthylène non tissée, parfois enrichie d'agents par un effet sec ou de coton selon les marques, permettant un écoulement rapide du fluide vers la couche absorbante tout en restant sèche en surface. Un noyau absorbant associant pâte de bois et polyacrylate de sodium garantissant la rétention des liquides. Une couche imperméable en polyéthylène ou en coton qui empêche les fuites de liquide. Des colles synthétiques pour améliorer l'adhérence. Pour les couches bébés, qui reprennent une structure similaire, nous avons une surface en polypropylène non tissée, souvent imprégnée de lotion protectrice, un noyau absorbant plus volumineux, une couche imperméable micro-perforée pour favoriser la respiration du produit, des élastiques pour l'ajustement. Voici un peu
les matières qui composent la fabrication des couches bébés et des serviettes hygiéniques. Parce qu'il est important de faire ce rappel-là pour comprendre ce qui suit. Dans l'ensemble, sur ce premier point, les matières premières utilisées et leur composition ne contiennent pas des substances nuisibles ou dangereuses pour la santé des usagers. Ces matières premières sont physiques, se retrouvent d'ailleurs dans plusieurs autres produits d'usage que nous tous peut-être là, nous sommes en train d'utiliser, d'usage courant. Premier point. Maintenant, on en vient à la matière première périmée. La matière première périmée mise en cause dans ce dossier est décrite comme un film en polyéthylène perforé large de 95 mm, utilisé dans la fabrication des serviettes hygiéniques et non des couches bébés. C'est seulement au niveau des serviettes hygiéniques. Très clair. Maintenant, je m'en vais vous dire les serviettes hygiéniques qui sont fabriquées par Softcare. Voici un modèle qui est fabriqué. Et voici à l'intérieur la couche qui est dite périmée. C'est cette couche qui est dite périmée. La matière qui est périmée, parce qu'il y a d'autres matières. Et c'est ça, quand on le détache, c'est cette matière qu'on dit périmée. Matière physique. Donc, la présence de matières périmées dans la zone de production de l'usine constitue un manquement dans le système de gestion de la qualité, notamment les bonnes pratiques de stockage de l'entreprise. Cependant, l'analyse approfondie démontre que leur utilisation effective dans la production n'a pas été prouvée. Et je vais vous démontrer par rapport à cette non-utilisation. Premier aspect, la différence de taille entre le film en polyéthylène périmé, qui est de 95 mm, et celui qui est aujourd'hui utilisé dans la production, qui est de 90 mm pour toute l'année 2025. Donc, je répète, la différence de taille pour la matière dite périmée, qui est de 95 mm, avec celui qui est aujourd'hui utilisé au niveau de l'usine, qui est de 90 mm. Deuxième point de non-utilisation, la fiche de stock versée dans le rapport de l'inspection comme preuve d'utilisation de la matière première périmée est en contradiction avec les conclusions du dit rapport. Ce dernier évoque une utilisation de la matière incriminée jusqu'en septembre 2025, alors que dans la dernière sortie de matière indiquée sur la fiche de stock, il est clairement mentionné septembre 2024. Les produits finis issus de la matière première incriminée sont absents de la base de données des ventes de l'usine en 2025. Ceci confirme la non-commercialisation des produits en question, au moins depuis le 31 décembre 2024, justifiant ainsi leur arrêt de production. Et cela, c'est après que les enquêteurs ont exploité l'ensemble des bases de données que nous avons récupérées au niveau de l'usine. Quatrième point qui justifie la non-utilisation. Il a été constaté un écart important entre les quantités de matière
périmées détruites par l'entreprise qui sont de 2200 kg et celles qui ont été relevées par l'inspection qui indique 1300. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup plus de matières premières périmées qui ne pouvaient pas, de matières qui sont restées périmées tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans la nouvelle production parce que non conforme par rapport aux nouvelles normes que l'usine a eu à établir. Cinquième point qui justifie cette non-utilisation, c'est l'enregistrement audio transmis au comité par les inspecteurs dans lequel le responsable du magasin Softcare indique que le maintien en stock de ces matières avait principalement pour objet d'en faire constater l'État en vue d'un éventuel remboursement par le fournisseur. Parce qu'au niveau des entreprises, toute matière première qui n'est pas utilisée et qui est démontrée qu'il n'a pas été utilisée faire l'objet d'un remboursement par le fournisseur. Sixième point, c'est l'application du principe de gestion des stocks FIFO, First In, First Out, qui aurait normalement conduit à l'écoulement prioritaire de ces matières si elles avaient été effectivement intégrées au processus de production. Et sur le plan réglementaire, la distinction entre présence et risque d'utilisation avérée est fondamentale. Cette distinction n'a pas été respectée dans la prise de décision initiale. Maintenant, après avoir montré la composition des matières premières, avoir décrit la matière périmée, venons-en aux risques sanitaires liés aux produits. Les travaux du comité ont été menés avec méthode. Parce que dès le départ, lorsque nous avons tenu la réunion pour lancer ces travaux, j'ai dit que je voudrais que ce travail soit le plus scientifique possible, qu'il soit le plus fouillé possible, qu'il soit le plus documenté possible. Et cela a été bien entendu par le comité. Donc, il y a eu analyse documentaire, des auditions, inspection du site industriel, examen des données de production et de commercialisation, évaluation des éléments techniques disponibles. Leur conclusion est sans ambiguïté. Aujourd'hui, il n'y a aucune preuve scientifique qui démontre l'utilisation effective de matières premières périmées dans les produits actuellement qui sont commercialisés, eu égard à ce que j'ai démontré auparavant. Il n'y a aucun signal de matériaux-vigilance, et ça, les experts vont y revenir. Souvent, quand on dit matériaux-vigilance, c'est l'observation ou la surveillance qu'on mène sur les matériaux de fabrication pour voir si ces matériaux, dans le temps, ont un impact sur la santé des usagers. On n'a pas ces données factuelles, ce qu'on appelle les données de matériaux-vigilance. On n'a pas aucune alerte sanitaire sérieuse. Parce que quand on dit l'alerte sanitaire sérieuse, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ces produits, qui se plaignent, qui font remonter ces informations et que ces informations fassent l'objet d'un comité qui s'y penche pour voir la nécessité de faire une étude ou de ne pas faire une étude. Il n'y a pas aussi, il n'y a aucune donnée épidémiologique qui vienne établir un risque sanitaire pour les usagers. Parce que quand vous dites qu'il y a un risque sanitaire, il faut être en capacité de pouvoir démontrer ce risque sanitaire. Il faut l'évaluer, mesurer l'ampleur, dire qui a été exposé et quels sont les effets.
on n'a pas cette donnée. Et moi, quand l'affaire a éclaté, j'ai mis en avant ma fibre de chercheur et je me suis documenté et j'ai regardé ces phénomènes. Je n'ai pas pu trouver une étude épidémiologique où les résultats démontrent que l'utilisation des couches ou des serviettes hygiéniques a conduit à des impacts sanitaires. Bien au contraire, ils essaient de montrer les bénéfices de l'utilisation des couches ou des serviettes hygiéniques pour protéger la santé des populations. Et souvent, c'est des études qui sont extrêmement lourdes et difficiles à mener parce qu'ils comportent énormément de biais sur lesquels, au besoin, nous reviendrons. Parce que là, on est en face de produits qui sont fabriqués avec des matières physiques, mais dès qu'ils sortent de l'usine, avec toutes les conditions de transport, de stockage, d'emmagasinage, même si les distributeurs dans les commerces, pour donner à une intrusion de contaminants, et ce sont des contaminants environnementaux. C'est pourquoi je dis, des études, c'est bien faisable, mais ça demande de mettre en œuvre énormément d'outils très performants qui permettent de délier le biais pour dire si un produit a un impact sanitaire ou pas. Et il y a les scientifiques aussi qui reviendront sur ça. Nous n'avons pas aussi des analyses. On a des analyses indépendantes qui confirment la conformité des produits qui ont été testés avec des standards internationaux. En effet, lorsque ce problème a éclaté et que nous avons décidé de lancer l'enquête, l'usine aussi n'est pas restée sans agir, sans rien faire. Ils ont pris leurs produits, ils ont envoyé dans un laboratoire en Allemagne qui s'appelle Gallup, et ce laboratoire a fait des analyses sur les produits Softcare et les résultats qui sont revenus montrent que les produits qu'ils fabriquent au Sénégal sont conformes aux standards internationaux, s'il s'agit des couches ou bien des serviettes hygiéniques, et ils ont eu à donner le rapport que nous avons, parce que peut-être c'est pour anticiper s'il y a quelque chose demain. Et ces tests qu'ils ont eu à faire en Allemagne ont attesté de l'absence même de contaminants environnementaux. Il convient aussi de rappeler que la nature même de ces produits textiles, absorbants, sans additifs chimiques actifs et leur mode d'utilisation destiné à recueillir des liquides sans absorption de substances dans l'organisme en font des produits à faible dangerosité intrinsèque lorsque les normes de fabrication et d'utilisation, notamment la durée de contact, sont respectées. Et cela aussi sont des choses qu'il faudrait mettre si on doit faire une étude épidémiologique, parce que nous tous, nous pouvons avoir un produit, mais l'usage que nous ferons de ce produit-là peut exposer ou non à des risques sanitaires. Si c'est des couches bébés, si on dit que maximum c'est 2 heures de temps, on utilise 6 heures de temps, ça peut poser problème. Peut-être d'autres ils vont dire que c'est 2 heures de temps, mais on utilise 1 heure de temps parce qu'on veut encore préserver la santé de nos enfants. Donc tout cela rejoint les risques de biais dont je parlais. Maintenant, pour conclure sur cette partie santé, au regard des données scientifiques et techniques disponibles, aucun risque sanitaire avéré pour les usagers n'a pu être prouvé concernant les produits actuellement en circulation sur le marché.
Maintenant, ce point par rapport aux matières utilisées pour la fabrication. Ce point sur la matière première périmée et ce point sur les risques sanitaires m'amène à maintenant vous parler des inspections réalisées par l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, notamment les travaux qui ont été conduits par les inspecteurs. Les travaux du comité ont mis en évidence des insuffisances tant sur le fond que sur la forme. Et cela, nous allons le détailler en quelques points. Le premier point, c'est le fondement juridique et réglementaire de l'inspection. Les couches pour bébés et les serviettes hygiéniques relèvent juridiquement de la catégorie des produits d'hygiène corporelle, selon l'article 42, loi 2023-6, relative aux médicaments, aux autres produits de santé et à la pharmacie. Cependant, l'absence pour le moment d'un décret d'application encadrant spécifiquement les modalités d'inspection de cette catégorie de produits fragilise le fondement juridique et légal de l'inspection. Ainsi, l'application par défaut du référentiel pharmaceutique des bonnes pratiques de fabrication, décision 7/2010/CM-IMOA, bien que techniquement exigeant, ne pouvait revêtir un caractère contraignant en l'absence d'un cadre réglementaire spécifique. Maintenant, venons-en à la conduite des inspections. Les inspections conduites par l'ARP dans ce cas sont caractérisées par des incohérences dans les rapports d'inspection. On a fiche entrée, fiche de sortie, ne corroborant pas les conclusions dont elle a fait référence. Maintien du retrait des produits malgré la correction de l'écart critique par l'entreprise Softcare à propos des produits périmés. Deuxièmement, l'absence de rigueur dans le déroulement des inspections, défaut d'identification et de traçabilité de la matière périmée, matière première périmée, absence de prélèvement d'échantillons aux fins d'analyse, défaut de mise sous scellé des produits incriminés. Maintenant, sur la décision de retrait du marché des produits finis, couches et serviettes hygiéniques. L'enquête a révélé que la décision de retrait généralisé ne repose pas sur une preuve matérielle d'utilisation des matières premières périmées, n'a pas été précédée de tests sur les produits finis en violation des dispositions du décret numéro 2420 du 27 décembre 2023 fixant les conditions de mise en œuvre de la surveillance du marché des médicaments. Serait disproportionné du fait que la matière première incriminée n'entre pas dans la production des couches pour bébés. En aucun cas, ces couches pour bébés ne devraient être concernées par le retrait, même en présence d'une défaillance dans le système d'étiquetage de l'usine. Absence de circonscription. Ne s'appuie pas sur des données de matériaux vigilance ou d'études épidémiologiques. N'a pas respecté une logique de gradation corrélée au risque sanitaire. Ne devrait porter que sur le produit incriminé si le risque sanitaire est réellement prouvé.
Ainsi, la décision de retrait apparaît davantage comme une mesure de précaution mal encadrée qu'une décision réglementaire fondée sur des preuves scientifiques et techniques établies et irréfutables. Maintenant, venons-en aux insuffisances, aux manquements et aux erreurs peut-être commises par rapport aux inspections ou par rapport à l'entreprise. Et je vais commencer par l'entreprise elle-même. Sur les manquements et les fautes de l'entreprise, il existe des écarts manifestes entre la documentation qualité fournie par Softcare et les preuves documentées de sa mise en œuvre effective. Le niveau de conformité aux exigences normatives ISO apparaît en déphasage avec les certificats des systèmes de management de la qualité ISO 9001-2015, de l'environnement ISO 14001-2015, de la sécurité et de la santé au travail fournis lors de l'entretien. Des insuffisances ont été notées dans la gestion de la documentation du système de management qualité, qui n'est pas à jour, la sélection et l'audit des fournisseurs de matières premières, la traçabilité des matières premières, fiches de données de sécurité non fournies et le contrôle de leur conformité, la gestion des stocks de matières premières, le système d'étiquetage des produits finis, les plans d'action corrective et préventive avec analyse des causes de non-conformité non transmises dans les délais impartis, le contrôle microbiologique des produits finis. Toutefois, ces manquements ne justifient pas en l'état un retrait des produits du marché en l'absence de lien de causalité technique et scientifique entre l'utilisation supposée de la matière première périmée et l'absence d'un risque sanitaire clairement démontré. Il convient de noter que l'usine a corrigé la quasi-totalité des écarts relevés dans le rapport du 29 octobre 2025, notamment destruction des matières premières en présence de la gendarmerie, ventilation du magasin, pose de capteurs de température, recrutement d'un pharmacien. Maintenant, sur les manquements, les fautes et erreurs imputables aux inspecteurs. Les insuffisances ou fautes imputables aux inspecteurs sont résumées comme suit. Au plan procédural et technique, absence de preuves matérielles tangibles de l'utilisation des matières premières périmées dans la fabrication des services hygiéniques et couches. Absence de prélèvement d'échantillons et de mise sous scellé des produits incriminés avant l'ordonnancement de leur destruction. Incohérence notoire dans les rapports d'inspection. Défaut d'identification de la matière première périmée, laquelle n'entre pas dans la composition des couches pour bébés, mais était exclusivement utilisée dans une gamme de serviettes hygiéniques dont la fabrication est définitivement abandonnée depuis le dernier trimestre de 2024. Au plan scientifique, absence de prélèvement d'échantillons pour la réalisation de tests exigés préalables à toute décision de retrait. Absence de données de matériaux vigilance et épidémiologie. Absence d'une base de référence scientifique démontrée et d'une jurisprudence à travers le monde pouvant justifier le retrait de couches et
de serviettes hygiéniques. Et souvent, je rappelle qu'en science, s'il n'y a pas un résultat tangible dans un pays, on peut utiliser une jurisprudence qui peut être mondiale, qui peut être régionale, mais qui prouve le risque que nous voulons démontrer et que cela puisse conduire à prendre une décision. Et cette jurisprudence, nous l'avons cherchée, nous ne l'avons pas eue non plus. En tout cas, moi, je n'ai pas vu toute la documentation que des couches ou des serviettes hygiéniques ont été retirées du marché, tout simplement parce qu'il y a un risque sanitaire. Et c'est justement parce qu'on n'arrive pas toujours à démontrer ce risque sanitaire qu'on ne veut pas prendre le risque de retirer ces produits-là. Et je vais en revenir peut-être un peu plus tard dans le prochain paragraphe. Absence d'une analyse comparative entre les avantages, les bénéfices sanitaires et les impacts potentiels pour la santé des usagers, du retrait ou du maintien des produits incriminés. C'est ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. Et je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, on peut être dans une situation où on dit que les couches présentent bien un risque sanitaire et qu'on est dans des zones géographiques peut-être très éloignées, des villages où les populations n'ont accès qu'à ces types de couches ou de serviettes hygiéniques. Si on procède au retrait de ces couches ou de ces serviettes hygiéniques, on est en face d'un risque périfécal qui entraîne la contamination de l'eau, probablement, la contamination des aliments, la contamination de l'air, et qui peut se révéler être une bombe sanitaire beaucoup plus importante que si on avait laissé les couches être utilisées par les usagers. C'est ce qu'on appelle une balance bénéfice-risque. Et souvent, c'est des arbitrages qu'on fait quand on est dans un fait scientifique qui démontre qu'il y a risque, mais après on dit que si on doit appliquer une mesure, il faudra voir quel est l'impact de cette mesure-là. Parce que si le risque sanitaire de l'application de la mesure est beaucoup plus important et dangereuse, on est obligé de trouver une autre solution alternative que de retirer. Et là, on est dans une dynamique de santé publique. Au plan réglementaire, référence des bonnes pratiques de fabrication utilisées non adaptées aux produits qui ont été inspectés. Non-respect de la réglementation sur la destruction des matières incriminées, matières premières périmées, décision de retrait des produits en violation de la réglementation sur la surveillance du marché. Donc, absence de tests sur les produits incriminés. Et ça, je le répète, si on doit retirer un produit, ce que dit la réglementation sur la surveillance du marché, il faut faire un test et prouver que le produit est dangereux pour la santé avant de pouvoir le retirer. Si vous n'avez pas ce test, vous ordonnez le retrait de ce produit-là. Ça veut dire qu'on n'a pas un fondement ni juridique ni scientifique qui atteste de la décision prise par les autorités. Maintenant, pour les manquements, les fautes et erreurs imputables à la direction générale de l'ARP. Les manquements notés par le comité concernant la direction générale de l'ARP sont relatifs à la fragilité des fondements juridiques de l'inspection, absence de décret d'application prévu par la loi numéro 2023
6 encadrant les produits cosmétiques et d'hygiène, à la mauvaise gestion de la communication, exposition prématurée d'un dossier technique sensible, message contradictoire adressé à la population, qualification du signataire du communiqué remis sur le marché. Maintenant, en termes de conclusion, de manière définitive, la matérialité de l'utilisation des matières premières périmées n'a pu être établie. Parce que vous avez ce qu'on a dit sur la différence de taille et ce qu'on a aussi démontré dans les cahiers de production et de vente. Le risque sanitaire n'a pas été justifié par des preuves scientifiques et techniques tangibles. Et là, je vais y revenir parce que si j'utilisais aujourd'hui ma casquette de scientifique, je ne suis pas ministre, je serais tenté de demander à toutes les personnes qui sont beaucoup agitées sur ce dossier-là, de manière scientifique et technique, qu'est-ce qu'ils ont sur la main pour dire qu'il y a un risque sanitaire. On s'est tous agités et on a été emportés par l'émotion. Mais un pays ne se gère pas par l'émotion. Il faut de la lucidité et de la froideur pour pouvoir analyser certaines choses et tirer vraiment des conclusions. Les inspections ne se sont pas reposées sur des fondements juridiques clairs, absence du décret d'application prévu par la loi 2023-06 encadrant les produits cosmétiques et d'hygiène. La décision de retrait a été prise en violation des dispositions réglementaires, absence de tests préalables requis. Des faiblesses dans le système de management de qualité ont été aussi relevées, notamment en matière de gestion des produits périmés et d'étiquetage, compliquant toute action de retrait ciblée par lot ou série en cas de nécessité. Le ministère de la Santé tient à rassurer les usagers et l'ensemble des consommateurs quant à l'absence de risques sanitaires liés à l'utilisation de matières premières périmées dans la fabrication des produits Softcare. Sur les mesures correctives, je voudrais rappeler que la priorité du ministère de la Santé reste inchangée. Assurer la protection des populations, consolider les institutions et soutenir le développement d'une industrie responsable contribuant au progrès du Sénégal. Sous ce rapport, il est important pour les inspections dans l'avenir de privilégier une démarche pédagogique consistant à aider les entreprises à améliorer la qualité de leurs produits tout en respectant les exigences de sécurité sanitaire pour les usagers, mais également la préservation de l'outil de production économique. C'est pourquoi mon département partage entièrement les propositions d'amélioration formulées par le comité dans le but de renforcer durablement la sécurité sanitaire. Il s'agit d'accélérer l'adoption du décret encadrant les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, d'élaborer des normes nationales pour la qualité et l'étiquetage, de créer un cadre formel de coordination interinstitutionnelle entre l'AFP et la direction du commerce intérieur, de mettre en place un dispositif renforcé de matériaux-vigilance, d'accompagner les industries vers une conformité complète aux exigences réglementaires, de mieux prendre en compte la problématique du contrôle de la qualité
des produits non alimentaires en redynamisant le programme de vérification des importations institué dans le décret 91 221. Cette dernière recommandation, à laquelle je vais ajouter peut-être, si possible, et les scientifiques sont là, de faire de temps en temps des études épidémiologiques d'exposition. Et ces études épidémiologiques d'exposition, comme je l'avais dit auparavant, sont souvent très, très lourdes à conduire. Parce que c'est ce qu'on appelle les études de cas témoins. Ces études de cas témoins permettront de prendre plusieurs cohortes. Une cohorte d'usagers qui ne font recours qu'aux produits Softcare, une cohorte d'usagers qui n'utilisent que les autres produits de couche ou de serviettes hygiéniques, et une cohorte qui n'utilise pas de couche et qui n'utilise pas de serviettes hygiéniques, mais en essayant de délier tout ce qui est biais. Parce que même aujourd'hui, excusez-moi, les dames qui utilisent des serviettes hygiéniques, mais ils utilisent aussi d'autres produits de beauté. Peut-être qu'il y a des interactions, on ne sait pas. C'est pourquoi quand il s'agit de démontrer un risque sanitaire, il faut beaucoup de précautions en termes de science, de démarche scientifique, mais également des méthodes et des outils qui sont utilisés pour arriver à des résultats probants. Et c'est parfois même des résultats qui peuvent être remis en cause peut-être 2 ou 3 ou 4 mois après. Parce que la science est toujours un éternel recommencement. Donc je voudrais vous remercier pour votre présence et voici ce qu'on voulait aujourd'hui partager avec vous par rapport aux résultats sur l'affaire Softcare. Et je tiens à remercier également très chaleureusement et à féliciter l'équipe qui a eu à conduire, le comité qui a eu à conduire ce travail d'enquête. On est à votre disposition s'il y a quelques questions, mais l'essentiel de ce que nous voulions dire est contenu dans le résumé qui sera partagé avec vous au besoin. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Peut-être que ce n'est pas trop demandé si vous pouvez revenir sur la partie conclusion uniquement en Wolof. La page conclusion uniquement. Donc, il reviendra sur la partie conclusion en Wolof avant qu'on ne prenne les questions. Journaliste yi maa ngi leen di sant di leen gërëm ci seen teewaay tey ci ministère de la santé et de l'hygiène publique di leen ñaanal weeru koor weeru jàmm di ko ñaanal tamit suñu mbokku chrétiens yi. Donc tey dañ fi ñëwoon di wax ci affaire Softcare mooy usine boo xam ni mu ngi fii ci Sénégal di defar ay lu ñuy wax couche pour bébé wante tamit ay serviettes hygiéniques parce que dafa am benn inspection boo xam ni dañ koo defoon. Inspection boobu benn agence de réglementation pharmaceutique moo ko ordonné woon ba ñu wax nañu retirer produit Softcare ci marché bi. Produit yooyu mooy couche yi ak serviette hygiénique yi parce que dañ doon wax ni que dafa am risque dafay am gàllankoor ci wér-gu-yaram boobu bu mu amee comme dafa amoon wax boo xam ni daf ci toftal dama ordonné ñu def benn enquête indépendante boo xam ni am na benn représentant assemblée nationale bu tudd honorable député Vincent Danfa am
ay représentant ministère de la santé mun naa si tudd professeur Mbagnick Diop Yérim Mbagnick Diop tudd si professeur Mamadou Fall tudd si Mor Diagne boo xam ni ministère fii lay liggéey nekk conseil technique mbirum pharmacie wante amoon tamit suñuy naataangoo ñu jógee ministère de l'industrie et du commerce ñu ñëw bokk ci gëstu bi ci ñooñu mun naa ci tudd Seydou Nourou Baro boo xam ne moom commissaire aux enquêtes économiques la tudd ci tamit ku tudd Khadim Ndiaye nekk moom tamit commissaire aux enquêtes économiques donc ñoom def nañu liggéey boo xam ni dañu saytu ci documents yi dem ci usine bi daje ak nit ñi dem tamit ARP daje ak inspecteur yoo xam ni ñoom ñoo defoon liggéey bi résultat seen enquête bi mun naa ci jox ay yenn màndarga mooy que ni matière yoo xam ni moom la ñuy utiliser pour fabriquer produits yi matière boo xam ni moom la ñu wax ni moo indi gàllankoor boobu ci defarum serviette hygiénique rek lañ ko defar mooy polyéthylène mooy lii fii la ñu wax ni moom moo périmé mais wax nañ dafa périmé wante soo demee ci base de données production bi da ngay gis ni produit bu périmé boobu daanaka moom utiliser wutuñ ko parce que dañoo changer seen machines yi di utiliser taille boo xam ni bu gën a yaatu la woon léegi ñu utiliser taille peut-être xam moo gën a yem mooy dañoo jógee ci 95 millimètres ñëw ci 90 millimètres donc loolu mooy ci année 2025 bi yëpp loolu la ñu gis ci soo jëlee fiche stock boo xam ni foofu la ñuy def production bi mais lu ñu jaay tamit foofu lañ koy def wante soo jëlee produit yoo xam ni defar nañ ko ba pare lu ñu produit boo xam ne defar nañ ko ba pare ci mbirum njaayam bi ça veut dire que kii bi taille bu 90 bi rek la ñu am ci 2025 bi ça veut dire que taille 95 millimètres bi moom depuis 2024 mënoo ko gis ci vente bi parce que loolu dafa am solo pour ñu rappeler ko léegi soo jëlee mbirum wér-gu-yaram parce que dañu wax ni dafay gàllankoor mbirum wér-gu-yaram parce que loolu moo gën a intéressé ñun ministère de la santé tey amul soo gëstuwee amul benn élément scientifique boo xam ni day wone ni que produit softcare serviette hygiénique walla couche yi yu ñu jëfandikoo am na gàllankoor santé parce que loolu pour nga mën ko wax faut nga am ay données nga mën ko màndargal bu baax fekk gëstu nga ci nga mën a wax ni que lii am na gàllankoor walla amul wante usine bi ci boppam mbir mi bu mu éclaté moom dafa anticiper dem Allemagne yóbbu fa produit analysé te produit analyse bu mu ñëwaatee dafa wane ni que ni am na conformité par rapport ak lu ñuy wax standard internationaux mooy produit yoo xam ni mu ngi circuler ci au niveau international ak ñoom produit bu ñuy defar fii Sénégal daanaka ñoo méngoo côté qualité. léegi su ma buggee tënk pour bañ a guddal comme def nañu loo xam ni moo gën a am solo ci français dama leen di jox juste conclusion étude bi su ma ñëwee ci conclusion bi dañuy wax ni que matière première périmée bi duggul ci lu ñuy wax production bi en tout cas 2025 bi yëpp 2024 ñu ngi doon utiliser benn produit mais ñu arrêté ko
loolu moo indi ñu am ay matières premières périmées parce que mënatuñ ko woon continuer di ko utiliser 2025. lu si topp mooy risque sanitaire bi lu ñuy wax gàllankoor pour wér-gu-yaram démontré wuñ ko prouvé wuñ ko xëy na dañ koy wax mais science dafa demander sooy wax ne am na risque sanitaire il faut nga mën ko prouver. lan mooy gàllankoor bi kan lay gàllankoor ñaar ñoo si am jafe-jafe données yooyu amuñu ko mais soo demee si wàllum lu ñu wax réglementation tamit amul tey ay dispositifs yoo xam ne dafay encadrer lu ñu wax produit cosmétique ak d'hygiène pour que ARP mun si def inspection. abdi dañu waroon jël benn décret boo xam ni tey mun na leen permettre ñu def ko mais décret boobu moom moo nekk moo amagul pour l'instant. beneen mbir bi mooy que mun nga jël décision retrait mais nee nañ balaa ngay jël décision retrait da ngay matière boo xam ni moom nga wax comme matière bii nii nga ni ko dafa am gàllankoor da nga koy yóbbu nga analyser ba nga wax ban gàllankoor la am si wér-gu-yaram ba pare nga soogaa nag retirer mais soo deful analyse bi gëstu bi ba xam ni kii am na gàllankoor wala amul mun a toog rek ne nañ retirer loolu loi bi réglementation bi moo ko wax. donc si tënk rek dañoo bëggoon rassurer par rapport ak produit yi que matière première périmée bu ñu wax duggul ci production bi en tout cas 2025 wante amul tey gàllankoor ci mbirum wér-gu-yaram boo xam ni démontré nañ ko clairement pour wax ni produit bi wartuñ koo jaay ci Sénégal. wante loolu tamit dafa laaj ñu jël ay yenn mesures te mesure boo xam ni moom la ñuy gën a jox gëdd tey mooy que inspection il faut que mu am dans l'avenir parce que la santé population bi dañ ko war a préserver dafa nekk une priorité absolue wante il faut que ñu def ko ak pédagogie lu ñu wax pédagogie mooy xam nga am na ay entreprise am na ay usine walla leneen xëy na dafa am lu ñuy defar foog nga dem foofu nga xool lu ñuy defar su fekkee ni lu ñu wax ni manuel de guide de bonne pratique duñ ko appliquer bu baax nga xool ko nga tàggat leen pour ñu mën a utiliser guide de pratique boobu bu baax a baax nga xam ni da nga leen di dimbal ñu améliorer qualité bi produit yi ñu def mu gën am qualité pour que mu mun a respecter lu ñu wax exigence sécurité sanitaire pour que ñu nga xam ne lu ñu fay defar day méngoo ak protection sanitaire usagers yi mais tamit nga dimbali entreprise boobu mu mun a développer wu te loolu c'est pas contradictoire mun nañu am effet sanitaire positif ci ñun wante tamit dimbali entreprise bi pour mu gën a mën a développer outil donc pour loolu yëpp il faut que ñu nekk ci partenariat surtout ak ministère de l'industrie et du commerce pour que ñu mun ci veiller bu baax a baax wante dafa laaj ñu liggéey ci jumtukaay yoo xam ni day def lu ñu wax matériaux vigilance ça veut dire que matériaux yu bëri ay matières yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy jëfandikoo tey ci usines yi walla ci yeneen ñu mën ci gëstu bu baax xool est-ce que am na gàllankoor ci wér-gu-yaram walla amul gàllankoor ci wér-gu-yaram su jaree aussi après ñu mën a def ay étude épidémique pour xool ñan ñoo ci mën a loru ak nan lañ koy nan lañ koy defee prévention tamit ñu mën ko prévoir ci suñu dispositif à venir lii laa amoon di tënk ko ci wolof di leen sant di leen gërëm. Merci monsieur le ministre. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de questions, on peut diminuer même parce que j'imagine que c'est très clair.
Président Eugène. D'accord, donc on va s'organiser pour prendre les 5 questions qu'on avait arrêtées et après, voilà, suspendre ou lever la séance. Donc déjà, il y a le président de l'association des journalistes en santé, que je prends d'office et d'une manière peut-être arbitraire. Hein. Maintenant, pour le reste, on va prendre une télé ou 2 télés, 2 radios, une télé, le soleil comme quotidien. S'il vous plaît, vous pouvez me prendre le note. Donc il y a Eugène Kali. La parité Eugène Kali, c'est inscrit. La dame, Sénéweb. Sénéweb vote, non? Sénéweb, c'est média en ligne, site internet. Le soleil, comme quotidien, le soleil. Une femme. C'est quel média? RFM. RFM. Télé-Canada aujourd'hui. Le nom, Télévision Canada. Télé Canada ou la série. C'est bon, on a les 5. Donc on donne la parole au président Eugène Kali. Et je précise, chacun a une seule question. Les journalistes ont une manière très astucieuse de poser plusieurs questions en même temps. Mais ça, moi, je vais personnellement là-dessus. Aussi, on va y aller. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, professeur Brouk. J'ai une question. Vous avez dit qu'il y avait des matières qu'on a gardées en 2024. Ce que j'aimerais savoir, pourquoi l'usine a gardé cette matière alors que la matière est périmée? Pourquoi l'avoir gardée? Est-ce que l'usine n'avait pas une mauvaise foi pour l'utiliser après? Est-ce que ce n'est pas sur cette base-là que les inspecteurs ont réagi? La toute dernière question, professeur. Quelle est l'attitude de l'inspecteur en voulant coûte que coûte saluer une usine pour dire que ce qu'il fabrique, ce n'est pas de bonne qualité, alors que d'après le ministre de la Santé, les serviettes et les gousses, il n'y a pas de prévention des trucs de bonne qualité. Quelle est l'attitude des inspecteurs? Monsieur le ministre, comment vous allez faire pour protéger ces inspecteurs? Parce que l'usine risque de porter plainte. Peut-être je vais vous laisser répondre par rapport à la présence. Au suivant, c'est Mort qui est le suivant. Non, il faut peut-être répondre, sinon on va faire. On n'a pas pris note, sinon on va faire les. Je vais juste répondre à votre première question. Peut-être donner aussi aux experts s'ils veulent approfondir. Je vous ai clairement dit que la matière première périmée qui a été stockée concerne des matières qui ne rentrent plus dans la production. Ça ne peut plus rentrer dans la production. Mais comme c'est quelque chose qu'ils avaient eu à acquérir, il fallait aussi être remboursés. Et ils avaient un magasin où ils stockaient ces produits-là. Maintenant, une fois que le magasin était plein, ça a été laissé dans ce qu'on appelle l'environnement de production. Et s'ils avaient l'intention d'utiliser ces produits, lorsque les inspecteurs sont venus, eux, ils ont mis 1300 kg de matière périmée. Mais quand l'enquête est partie, ils ont dit que ce n'est pas seulement 1300, c'est 2200. Si moi j'avais la mauvaise foi, j'allais camoufler pour pouvoir l'utiliser. Mais si j'ai tenu à donner la bonne information, ça veut dire effectivement c'est des produits qui sont périmés, sur lesquels peut-être ils veulent récupérer leur investissement, récupérer leur remboursement, et qu'ils l'ont gardé dans l'aire de production.
Et c'est des produits, dans tous les cas, qu'ils ne peuvent plus utiliser dans la fabrication. Il ne faut pas parler de mauvaise foi. Ce n'est pas si ceux qui étaient dans l'usine, qui ont constaté, peuvent donner des éléments additionnels, mais c'est ça que je peux donner comme réponse. Parce que s'ils voulaient casser, je ne suis pas sûr qu'ils vont dire que c'est 2200 au lieu de 1300 qui a été signalé dans le rapport d'inspection. Et là, peut-être même, comme vous avez posé la question, pourquoi pas mettre le doute sur la sincérité du rapport d'inspection? La rigueur, c'est important. Maintenant, par rapport à la question, la protection des inspecteurs. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si c'est une affaire en justice, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous savez, la notion de responsabilité, elle est extrêmement importante. Vous travaillez, vous êtes dans votre bureau, vous êtes responsable de vos actes. Quand vous prenez un acte, analysez cet acte-là. Est-ce que cet acte est conforme ou pas? Nous tous, nous sommes responsables. Aujourd'hui, moi, dans mon bureau, si je pose des actes qui relèvent de l'irresponsabilité, ça ne doit pas engager le Premier ministre ni le Président. C'est moi qui endosserai cette responsabilité-là. C'est pourquoi dans tout ce qu'on est en train de faire, dans toute décision qui est prise, il faudra l'étudier, il faudra l'analyser. Si on a des données factuelles, irréfutables, on prend sa décision. Si on n'a pas des données, il ne faut pas qu'on soit dans l'émotionnel ou le sensationnel. Il faut qu'on soit dans le réel et dans la vérité. C'est extrêmement important. Merci. Avant que notre professeur ne continue, juste préciser à nos amis journalistes que le propos liminaire du ministre, la version électronique, vous sera transmis. Envoyez juste un message sur le numéro WhatsApp de la cellule de communication, sur l'affiche, ou bien à l'adresse communication@gouv.sn. On en avait tiré une cinquantaine, mais il y a près d'une centaine de journalistes dans la salle. Tout le monde n'aura pas. Merci, professeur. Merci, monsieur le ministre. Bonjour tout le monde. Donc, pour répondre à notre cher Kali. Donc, d'abord, je voudrais rappeler quand même, nous avons une autorité de réglementation, le niveau de maturité 3, qui a toute la légitimité et la légalité de conduire des inspections selon des bonnes pratiques d'inspection. Et tout est documenté. Quand l'OMS décrète que vous êtes NN3, il y a un bon système qualité dans toute l'ARP, y compris dans la section inspection. Donc, tout est là, documentairement parlant. Mais dans une industrie met en place des procédures de gestion. Pourquoi vous voulez qu'il détruise? Il peut mettre en quarantaine. Et même s'il met en quarantaine avec cadenas, comment nous on peut vérifier qu'il n'a pas ouvert nuitamment le magasin pour prendre des produits périmés? Donc, on ne peut pas construire un argument sur des suppositions. Pourquoi il ne l'a pas détruit? Il a des procédures, il a dit que il peut être remboursé sur ces produits-là. Et c'est le gars qui parle. Hein. Donc, lorsqu'il rencontre dans le processus un produit périmé, parce que c'est mis dans le grand hangar, il l'écarte, il est mis en no good. Ils ont bien mis un espace no good où ils mettent tous les périmés. Mais on ne peut pas leur dire il faut le détruire. Si dans leur procédure, il y a une procédure, une étape de destruction, c'est à eux de choisir. On peut bien trouver, comme dans les pharmacies d'officine, des produits périmés mis à l'écart. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont systématiquement utilisés dans la production, dans la procédure de production. Sur la deuxième question, l'attitude des inspecteurs par rapport à quoi? L'inspecteur, surtout qui est assermenté, a des procédures qu'il doit mettre en place et un référentiel pour voir si le fabricant respecte ce référentiel. C'est ce qu'ils ont fait en principe.
Et les écarts, c'est par rapport aux exigences du référentiel, pas au-delà. L'inspecteur n'a même pas le droit de dire qu'il y a un risque sur la santé. Ce n'est pas son rôle. Il doit juste constater l'écart par rapport à l'exigence du référentiel et demander à l'industriel de corriger. Donc, par rapport à leur protection, je ne sais pas pourquoi on doit les protéger. Ça, c'est un autre domaine. Protection par rapport à quoi? Donc, ou bien c'est par rapport à une plainte éventuelle. Moi, d'ici, bon, on ne sait pas comment faire. Moi, je ne mets pas des affaires juridiques. Des affaires dans la justice. Ah non. Chacun prend sa responsabilité. C'est bon, on peut passer à la deuxième question. C'est celle-ci. Sénévec. Ils sont de quel côté? On n'entend pas. Bonjour tout le monde, c'est Anne Monsieur, journaliste à Sénégal. Alors, monsieur le ministre, vous avez affirmé aujourd'hui que l'enquête menée par vos services montre que les produits Softcare sont conformes et ne contiennent pas de matière féminine. Alors, le directeur des inspections de l'ART avait évoqué des tentatives de corruption attribuées à l'entreprise Softcare. Pouvez-vous nous dire clairement aujourd'hui s'il existe des pressions sur des intérêts qui ont pu influencer la gestion de ce dossier ou pas? Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Je dirais sur les faits de corruption, comme c'est la personne concernée qui a dit qu'il y a eu tentative de corruption, je suppose qu'il a ses preuves. Et je pense que l'affaire est aussi pendante devant les juridictions. Je ne peux pas m'y prononcer. C'est personnel. C'est lui qui a dit qu'il y a une tentative de corruption. Je n'ai pas ces informations. Je n'ai pas de données. Et je ne peux pas vraiment me prononcer sur ces questions de tentative de corruption. Maintenant, si vous parlez de pression, en tout cas, si c'est le ministère, il n'y a aucune pression de la part du ministère ni du gouvernement. Il n'y a aucune pression. Et je pense que vous pouvez aussi lui demander d'être plus clair. Quand il dit qu'il y a des gens qui ont exercé une pression, il faut qu'il dise qui lui a exercé des pressions. Qu'on soit clair. Moi, je suis transparent. Qu'on soit clair et qu'on présente une fois encore des preuves. Il faut que les gens arrêtent d'être dans l'émotion. Corruption. La justice est là. On pourra savoir si oui ou non il y a corruption. Parce que il me semble que l'entreprise Softcare s'est pourvue en justice pour demander à ceux qui viennent apporter les preuves. Je pense que ce sera très, très, très clair. Maintenant, sur les pressions, moi, je pose-lui la question pour dire qui vous a fait la pression. Moi, je suis transparent. J'ai aucun problème. Je n'ai rien à cacher. Que ce soit très clair. Rien. Merci. Voilà. Je pense que le ministre a épuisé son lot de questions. Donc, il faudra réorienter vos questions vers les techniciens. Qui est le suivant? Soleil. Le soleil. Vous pouvez allumer le micro. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, cher membre du comité. Je suis Babacar Diop, je suis journaliste au Soleil. En fait, il y a quelques semaines, par rapport à cette affaire, l'Assemblée nationale a annoncé une mission d'information. Il y a eu beaucoup de commentaires. Certains ont dit pourquoi, alors que le ministère avait annoncé une inspection. Il fallait peut-être attendre la fin pour annoncer une mission d'information. D'abord, monsieur le ministre, je voudrais vous demander comment vous appréciez cette mission et est-ce que vous collaborez aussi avec l'Assemblée nationale pour l'éclatement de la vérité. Pour les techniciens, professeur, vous avez tout à l'heure parlé du niveau de
m'obligez à prendre encore une autre question. Vous savez, on est dans un pays où il y a la séparation des pouvoirs. Nous sommes dans l'exécutif. On a été interpellé par rapport à une question. On a d'abord fait ce qu'on appelle l'inspection interne et on a fait une enquête avec un comité ad hoc pour compléter les informations. Donc, je respecte ce principe de séparation du pouvoir entre l'exécutif et le législatif. Et ils ont eu à faire des investigations, mais personnellement, je n'ai pas les résultats. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on collabore très bien. Peut-être qu'ils n'ont pas encore terminé leur mission d'information, mais tout de même, nous avons eu quand même à partager notre rapport à l'Assemblée nationale pour qu'ils puissent savoir les résultats auxquels nous sommes parvenus. Et la matérialité de la collaboration avec l'Assemblée nationale, c'est la présence de l'honorable député Insa Danfa, qui a accompagné le comité ad hoc durant toute la période d'enquête. Maintenant, peut-être si lui, il veut apporter quelques éléments. Peut-être qu'ils vont bientôt aussi publier le rapport d'information et auquel cas aussi les populations apprécieront. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, on a mené les investigations pour dire la vérité par rapport à cette affaire-là. Je ne sais pas si j'ai complètement... Professeur, Monsieur le ministre l'a rappelé au départ, le comité ad hoc travaille indépendamment de ce que l'IAF, l'inspection des affaires administratives, fait. Ils ont fait une enquête. Et nous, on a fait indépendamment cette enquête. Et c'est tous les deux là qu'on donne aux autorités. Donc sur la question de l'ARP NM3, est-ce que ça n'entache pas la crédibilité de l'ARP? En tout cas, c'est une opportunité d'amélioration. Parce que l'ARP a un processus vers le NM4, qui veut dire l'amélioration continue. Je rappelle qu'il est NM3 sur les médicaments et bientôt les vaccins. Et les couches pour bébés sont des produits d'hygiène de consommation courante. En principe, ça n'entre même pas dans la scarcelle de l'ARP. Mais puisqu'ils sont utilisés par des personnes sensibles, des bébés, par des femmes de façon intime, je pense que c'est louable que le ministère de la Santé puisse faire une inspection pour rassurer les populations. Même si le référentiel n'est pas là, donc c'est la faiblesse juridique, c'est louable qu'on s'intéresse à un produit qui peut impacter, entre guillemets, la santé. Donc, l'ARP NM3 a arrêté une usine de fabrication de médicaments suite à ces mêmes inspecteurs, ces constats des mêmes inspecteurs. Personne ne l'a entendu dans la presse. L'ARP a géré des questions qui ont entraîné des situations plus graves sur le plan sanitaire. Ici au Sénégal, cette année, sur la pharmacovigilance, personne n'a entendu parler de ça. Donc l'ARP vraiment est outillé pour gérer la sécurité sanitaire des produits de santé et des produits connexes. Mais pour ce cas d'espèce, c'est un produit qui n'est pas dangereux du tout. On parle de risque sanitaire, mais le risque c'est quoi? C'est le danger intrinsèque qui est dans le produit, multiplié par l'exposition. Il y a un risque sur la route d'accident pour qui emprunte cette route et pour des voitures qui ne respectent pas le code de la route et qui roulent comme ils veulent. Le risque est amplifié. C'est un peu la même chose. Le risque, c'est danger, c'est la présence de substances nocives dans les couches et les cervettes, multiplié par le temps d'exposition. Et ça, vraiment, on ne peut pas le prouver. Et d'autant plus que sur le plan international, le ministre l'a dit, il n'y a pas de documentation d'un effet sur la santé de ces produits. Il y a une documentation sur les dangers potentiels, présence de contaminants environnementaux. Et dans ce cas d'espèce, l'analyse qui nous est revenue d'Allemagne a donné les résultats sur les bisphénols, sur les dioxines, les produits qu'ils avaient appelés cancérigènes, qui seraient présents. Et ces résultats sont venus conformes. Donc,
n'y a pas de risque. Le danger est toujours là, mais les risques sont minimes. Et c'est surtout lié au contact prolongé entre ces couches qui seraient de mauvaise qualité et le corps. Ce n'est pas le cas pour ce cas d'espèce-là. Donc, on dit que le risque sanitaire est très faible et n'est pas du tout prouvé dans le cas d'espèce. Donc, je pense que c'est une opportunité d'amélioration pour l'ARP, et ils l'ont fait. Que nous-mêmes, lorsqu'on a inspecté l'ARP, on leur a demandé quelles sont les mesures que vous avez prises quand l'affaire a éclaté. Et ils ont fait des mesures correctives, parce que demain, quand ils vont être évalués, l'OMS va regarder tout ça, parce que tout le monde est au courant. Il va regarder comment il a géré cet incident, parce qu'il y aura toujours des incidents dans le secteur de la régulation pharmaceutique. Il y en aura toujours. Il y a des plaintes, des fois il y a des notifications de pharmacovigilance, donc on est obligé de les investiguer, de les documenter pour les présenter à l'autorité. Donc pour moi, on va le gérer. Voilà. Merci, professeur. On passe à la RFM. Bonjour tout le monde. C'est journaliste à la RFM. Monsieur le ministre, l'affaire Softecare a créé un climat délétère au sein de l'agence, notamment avec des grèves répétées à l'ARP. À votre niveau, est-ce que vous avez décidé de faire? Est-ce que vous avez décidé de recevoir ces travailleurs pour des concertations? Merci. Je voudrais qu'aujourd'hui qu'on parle beaucoup plus de l'affaire Softecare pour que le message passe auprès des populations. Et je ne veux pas que mon message soit un peu peut-être contaminé par une autre affaire, affaire syndicale, sur laquelle nous sommes en train de réfléchir et nous apporterons, Inch'Allah, des réponses. Mais dans l'administration, je voudrais dire, ne s'administre pas en public. Donc il y a le devoir de réserve, mais l'assurance que je voudrais donner par rapport aux revendications des syndicats, il est suivi par le directeur des ressources humaines au niveau du ministère de la Santé. Le dialogue est toujours maintenu, mais il faut aussi savoir que l'ARP est aussi une agence autonome qui a un conseil d'administration, que les discussions se mènent d'abord dans le cadre de ce conseil d'administration. Une fois que le conseil d'administration est dépassé, il peut demander l'arbitrage du ministère de la Santé. Parce que même en termes de salaire, ils sont autonomes par rapport au ministère de la Santé. Donc il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle clairement de l'affaire Softecare. Je ne veux pas traiter aucune autre question que l'affaire Softecare. Merci. Rien que Softecare. Le suivant, moi, c'est qui? C'est Télé-Canada. Télé-Canada. Bonjour, monsieur le ministre. Je voudrais poser cette question. Est-ce que vous avez déjà établi une collaboration avec des hôpitaux qui utilisent cette disposition, notamment des structures sanitaires et de la banlieue? Je précise. Puisqu'il n'y a pas encore de décret, est-ce que vous avez sensibilisé les grands hôpitaux, surtout les lieux d'accouchement? En fait, madame, j'ai du mal à comprendre le sens de votre question. Hein? J'ai du mal à comprendre le sens de votre question. Je dis, est-ce que vous avez établi une collaboration avec des hôpitaux qui utilisent cette disposition comme Softecare, notamment des structures sanitaires? Quel produit? Quel produit les hôpitaux? De Les produits Softecare, pourtant je l'ai noté. Merci madame pour la question. Je pense que par rapport à cette question-là, ça ne s'adresse même pas ça sort carrément de notre domaine. Ah, mais on va répondre. On laisse au professeur. Merci pour la question. Je pense que j'ai bien dit que c'est des produits d'hygiène de consommation courante. En principe, gérés comme les produits non alimentaires par le ministère du Commerce, souvent. Mais pour des raisons de santé publique, puisqu'il y a eu dénonciation, le ministère de la Santé a pris l'affaire pour éclairer
les populations. Mais ce n'est pas des produits qu'on utilise dans les hôpitaux, ou c'est des produits d'hygiène courants utilisés. Donc vraiment, ça ne touche pas. Merci. Donc nous sommes arrivés au terme de notre conférence de presse. La séance est levée. Non, vous voulez dire quelque chose?